Voyage en récit, Victor Gosset. et Geoffroy Scrive. Victor Gosset, aujourd'hui, dans notre conversation pour cette émission, nous allons partir de Lyon où vous résidez pour la forêt de Troncet. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez édité aux éditions de la Flandonnière ce livre richement illustré intitulé La forêt de Troncet en bourbonnais, suivi de légendes de la forêt. Les textes sont de votre aïeul, vous êtes l'arrière-petit-fils, enfin un des arrière-petits-fils, d'un certain Jacques Chevalier, philosophe que connu, entre autres, le philosophe Pierre Magnard que nous connaissons tous deux, longuement rencontré dans cette émission de Voyage en récit, nous le remercions au passage. Et je crois savoir que vous souhaitiez commencer notre conversation par une lecture d'un extrait de cet album. Alors je vous donne ici la parole. Merci Geoffroy. Et effectivement, je voulais commencer par un passage qui m'est très cher sur le poète aussi, qui était Jacques Chevalier, et qu'on va retrouver ici dans cet extrait du 18 septembre 1907. Le passage s'appelle « En regardant une aile d'insecte ». Du rond de Thiolet, nous descendons la ligne ombreuse et odorante du gué de lin, qui rejoint la route de Couleuvre à Sérilly. Nous y prenons un scarabée au ventre moiré et quelques sauterelles aux ailes bleues ou rouges. Nous les contemplons longuement, ces ailes irisées aux reflets changeants où se joue la lumière du soleil, tandis que la forêt exhale tous ses arômes du matin. Couleurs, parfums, toutes choses que notre science ignore. Merci pour cet extrait. Donc poésie, vous l'avez rappelé, Jacques Chevalier n'a pas été que philosophe, poésie. Moi, ce qui m'a marqué du côté de la poésie en lisant ce livre, c'est le passage suivant. Hélas, la civilisation, entre guillemets, a presque fait disparaître de la mémoire des hommes toutes ces traditions issues de la forêt de Troncet et les métiers qui étaient liés. Donc les bûcherons, c'est marqué l'histoire de sorciers, de rebouteux, de meneurs de loups, de chasse à baudet, que les histoires que se redisaient les paysans à la veillée, les fendeurs et les charbonniers dans leur loge. Hélas donc, la civilisation les a presque fait disparaître de la mémoire des hommes. Aujourd'hui, ainsi que me le confiait un vieil ouvrier des bois, citation, « On est dans l'ignorance, on ne veut plus rien croire. » Et ceci m'a fait penser à un poète peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, Patrice de la Tour du Pin, dont un des vers les plus connus tient en ceci : « Les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. » Alors justement, est-ce que ce vers de la Patrice de la Tour du Pin colle à ce qu'écrivait votre aïeul au sujet de la forêt de Troncet et de la, on peut même le dire, le mot dès le début de cette conversation, de la tradition qu'il s'efforçait de défendre ? Et oui, complètement, parce que Jacques Chevalier a été un de ces derniers grands écrivains de la forêt de Troncet, forêt de Troncet qui a accueilli notamment Charles-Louis Philippe, qui a été aussi quelqu'un qui a connu Jacques Chevalier, un grand poète. Mais voilà, Jacques Chevalier a été cet écrivain aujourd'hui moins connu, mais il a été plus par le passé, qui a voulu vraiment transmettre ses légendes, transmettre ses métiers qu'il a vu disparaître au cours de sa vie. Et ce qu'il a fait effectivement, c'est d'accoucher sur le papier l'ensemble des récits qu'il a eus de toute sa jeunesse, parce que toute sa famille était, du côté de sa mère, était de la forêt de Troncet, et il a souhaité effectivement retranscrire ça à travers son âme de poète. Et on le voit bien, même si effectivement sur la deuxième partie on parle plus de légende, il y a ce côté poésie, ce côté poétique qui ressort. Et Jacques Chevalier, c'était vraiment ça, c'était cette capacité à retranscrire ce qu'il avait reçu de ses aïeuls, de ses personnes, de ses anciens, et qui souhaite nous livrer, mais aussi avec son regard de poète et de philosophe qui est vraiment, pour moi, unique. Il n'y a pas de comparaison aujourd'hui, en tout cas dans le pays de Troncet, et même de philosophes qui se sont autant passionnés pour la forêt. C'est vraiment Jacques Chevalier, c'est là où il y avait une singularité particulière. Alors rappelons les dates donc, de Jacques Chevalier, qui naît à Sérilly dans l'Allier le 13 mars 1882, et qui mourut le 19 avril 62, dans la même localité. Alors, quelle est votre espérance à vous, ses descendants aujourd'hui, arrière-petit-fils, en éditant ces textes par rapport à la forêt de Troncet de votre aïeul ? Alors,
nous, ce qu'on a souhaité faire effectivement, c'est pouvoir permettre aujourd'hui, à la fois aux habitants de la forêt de Troncet, de pouvoir lire ce livre qui était plus disponible, on ne pouvait plus l'acheter en librairie, et c'était effectivement remettre aussi à jour certaines illustrations avec, donc là on le verra, mais il y a deux illustrateurs différents. On peut en parler rapidement. Oui, mais parlons-en. Il y a effectivement d'un côté Paul Devaux, qui était un graveur sur bois, originaire de Vichy, qui avait illustré déjà la première édition en 1930 de la forêt de Troncet, avec des bois et qui avait été choisi par rapport au texte. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est travailler avec le petit-fils de Paul Devaux, qui a chez lui d'ailleurs un musée sur les œuvres de son grand-père, et il nous a prêté ces œuvres pour pouvoir justement les inclure dans les textes. Et ce qu'on a souhaité avec l'éditeur, donc un éditeur qui est de Clermont-Ferrand, les éditions de la Flandonnière, c'est vraiment de retravailler le texte avec justement les gravures que Paul Devaux avait faites un peu plus tard dans sa vie sur la forêt de Troncet, parce qu'il avait un attachement très fort. Et alors on a pris des inédits qui n'avaient jamais été vus par quiconque, et on a du coup retravaillé les textes. On a choisi certaines qui étaient déjà dans l'édition originale, et on en a ajouté d'autres, des inédites. Et en plus de ça, il y a une illustratrice aussi vichysoise, Gabrielle Cornuau, une jeune illustratrice, qui a, elle, illustré les légendes de la forêt. Et donc ce qu'on a souhaité, c'est vraiment remettre au goût du jour ces textes, les permettre à chacun de pouvoir les lire, et de proposer une édition un peu plus jeune, avec une maison d'édition qui est les illustrations de la Flandonnière, qui sont vraiment une maison d'édition qu'on aime beaucoup, c'est le deuxième livre qu'on édite avec eux, et voilà, moi je trouve en tout cas qu'ils ont cette capacité à revivifier un livre par la manière dont il est agencé, et par les illustrateurs et illustratrices qui choisissent. Et pensez-vous aussi, ou espérez-vous, pouvoir revivifier aussi les métiers ou l'approche de vos lecteurs sur la forêt de Troncet? Alors, parce qu'il y a tout un message quand même de votre aïeul sur cette forêt, sur ce qu'elle contient, il faut peut-être en parler. Oui, complètement. Parce que la forêt de Troncet a eu le label forêt d'exception en 2018. Donc déjà, ça montre bien qu'il y a une tradition sur cette forêt qui a été transmise de génération en génération, et qui aujourd'hui encore est très présente pour préserver la forêt de Troncet, avec la Futée Colbert notamment 1 et la Futée Colbert 2 qui a été créée il y a quelques années, de ces arbres qui sont tricentenaires, voire plus, et qui sont vraiment magnifiques sur la forêt de Troncet. Mais il y a effectivement aujourd'hui, je pense, ce besoin aussi de conservation de la forêt. On pourra en parler, d'ailleurs, c'est pour ça que Jacques Chevalier a créé la Société des Amis de la Forêt de Troncet en 1954. C'était vraiment pour préserver vraiment la forêt elle-même, les animaux, et garder vraiment cette forêt toujours vivante, avec ces arbres magnifiques. Mais aussi, il y a aussi cette volonté de dire que la forêt de Troncet, elle a aussi une histoire, des légendes, et elle a aussi un caractère assez secret, où il y a des choses qui se passent quand on marche en forêt. C'est pas une forêt comme les autres, c'est une forêt avec quasiment uniquement des chênes qui sont magnifiques. Et Jacques Chevalier nous permet aussi de rentrer vraiment, de s'immiscer dans cette forêt, avec bien sûr cet aspect très transcendantal, ça on pourra en reparler, de Jacques Chevalier, qui ça effectivement très lié aussi à la foi catholique de Jacques Chevalier. Et pour lui, Jacques Chevalier, c'était une manière, et la forêt, de s'élever aussi vers Dieu. Et ça, c'est vraiment la singularité de Jacques Chevalier, de relier l'ensemble de ces éléments. Alors vous parliez justement de revivifier, vous parliez de foi, la spiritualité de votre aïeul. On va le citer ici. « Nous allons au cœur de la forêt, afin de la goûter longuement. Je n'ai jamais vu ma futaie plus belle. Il y règne un recueillement de cathédrales. Sans nous en rendre compte, instinctivement, nous baissons la voix. » Cela m'a fait penser à une citation de Gustave Mahler, le compositeur, reprise ici d'ailleurs dans une revue de l'abbaye de Landévennec, chez nous en Finistère, dans laquelle le frère poète, le moine poète Gilles Baudry s'exprime ainsi. « Chaque fois que les religions versent dans l'identitaire, je me rappelle le mot du grand compositeur Gustave Mahler, considérant la tradition comme fidélité créatrice. » Citation. « La tradition n'est pas le culte de la cendre, mais la préservation du feu. » Est-ce que, peut-être par ce livre, vous ne souhaitez pas que cette forêt soit, admirée comme figée dans le marbre, si je puis dire, mais soit réellement une forêt vivante, et que nos contemporains se la réapproprient, la connaissent mieux? Est-ce que c'est là, et perpétuer cette tradition forestière pour vous?
Oui. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est très fort parce que on a quand même perdu quelque chose de fort dans la forêt de Tronchet, qui sont ces métiers de la forêt. Jacques Chevalier en parle si magnifiquement. Les charbonniers qui travaillaient dans la forêt, qui vivaient dans leurs loges, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, on a du mal à y croire. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a quand même perdu. C'était eux qui faisaient vivre cette forêt. Jacques Chevalier, d'ailleurs, cite dans la forêt de Tronchet un passage où il passe une nuit à la loge du charbonnier. Oui. Ça, c'est vraiment admirable. Donc ça, c'est un côté, effectivement, qu'on a perdu aujourd'hui. Mais c'est ça tout l'enjeu aussi, c'est d'arriver aujourd'hui à se dire que la forêt, c'est pas uniquement des arbres, mais c'est aussi tout ce qui se passe, parce qu'il y a encore des personnes qui travaillent justement dans la forêt, des forestiers qui sont toujours là, et qui font un formidable travail pour entretenir cette forêt. Et cette forêt est toujours magnifique. Et on a cette chance justement de pouvoir goûter à cette histoire avec ces chênes du coup qui sont tricentenaires. Et c'est ça pour moi vraiment tout l'enjeu de cette forêt, c'est de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à cette forêt, comment est-ce qu'on est arrivé là. Il y a toute une histoire dans la forêt de Tronchet, on pourra en reparler aussi. Et il y a aussi cette volonté de dire que la forêt, elle a permis justement de créer toute une manière de penser, une filiation de pensée entre tous les grands écrivains de la forêt de Tronchet. On a cité Charles Philippe, mais il y a aussi Jean Giraudoux, qui était né à Sérilly. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a une terre d'écrivains, parce que c'est un lieu qui porte à la réflexion. C'est un lieu et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est aujourd'hui, même si on n'a plus ces métiers de la forêt, de garder vraiment cette belle énergie qui reste, qui est toujours là, et puis d'aller contempler, vraiment contempler, prendre le temps de contempler les arbres. Vous-même, prenez-vous le temps d'y aller, et vous souvenez-vous les premières fois, quelles furent vos impressions dans cette forêt? Peut-être même y avez-vous dormi? Oui, alors effectivement, moi, un des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est en famille. On était avec mon papa et mes frères dans une visa qui était pas du tout adaptée pour la neige, et on arrive en forêt de Tronchet et là enneigé, mais vraiment véritablement enneigé, et on s'est dit qu'on voulait faire une petite balade, et on se retrouve coincé au fin fond d'un chemin avec la visa, et on s'est dit mais mince, comment on va faire? Il y avait vraiment des mètres de neige en forêt de Tronchet, et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait c'était une forêt où il pouvait tout se passer. En fait, il y a rien qui pouvait être prévisible. Les petites routes, on les voyait même plus. Et en fait, on n'admirait que les arbres. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est retrouvé sur le bord d'un chemin, un peu coincé, parce que en fait, ce qu'on contemple dans cette forêt, c'est les arbres. En fait, et on en oublie qu'il y a des routes, on en oublie qu'il y a des chemins. Et ça a été pour moi un souvenir magnifique de la grandeur de cette forêt, de la beauté de cette forêt qui par toutes les saisons est vraiment magnifique. Alors parlons un peu de la faune, parce que en couverture de cet ouvrage, une magnifique illustration avec un cerf. Et évidemment, la forêt de Tronchet est connue pour le brame du cerf. Y avez-vous été vous-même? Oui, on y va presque tous les ans en famille pour écouter le brame du cerf, et c'est vraiment incroyable d'écouter ces cerfs bramer. Il y a des miradors en forêt de Tronchet, et on a cette chance de... Ah oui. Voilà, c'est aménagé pour, donc... Il faut dormir dedans, ou c'est juste de jour? Comment procédez-vous? Alors nous, on procède plus en deux phases. La phase nocturne, où effectivement on part quand la nuit tombe, aller écouter le brame du cerf. On reste en général jusqu'à 3-4 heures du matin. Et après, le matin, on aime bien se lever tôt, donc avant le lever du soleil. Et là, pour voir justement les cerfs, et c'est magnifique parce que c'est le moment où ils sortent. Et ça, c'est assez incroyable de pouvoir les voir avec leur bois. Et puis quand on a de la chance, qu'ils brament aussi le matin, ça c'est féerique. Ah oui, donc vous avez de très bons souvenirs, les yeux pétillent. Ah oui. Et avez-vous prévu d'y retourner? Eh ben oui, on aimerait bien y aller justement en septembre là. Là c'est l'objectif, donc oui, fin septembre. Normalement on est reparti pour la forêt de Tronchet. Bon, et puis votre aïeul fait également l'éloge de la sagesse. Par exemple ici, et par rapport à l'actualité, la nôtre en tout cas, par rapport à nos métiers, où... beaucoup de métiers maintenant sont exercés pendant 2-3 ans dans les entreprises avant de passer à une autre ou un autre métier, de se reformer, etc. Votre aïeul écrivait ceci. Restez où le sort nous a mis. En tirer le meilleur parti qu'il se peut, sans se poser de vaines questions qui n'aboutissent qu'à rendre notre vie instable et notre action moins sûre. Voilà la vraie sagesse. C'est celle que pratique le charbonnier de la forêt de Tronchet. Il est toujours content de son sort, mais combien limite? Est-ce que cette sagesse vous a été transmise par votre père, votre grand-père, suite à l'action de et aux réflexions de votre arrière-grand-père?
Alors oui, tout à fait. C'est pour ça qu'avec mon frère jumeau, Vendry, on a souhaité, dès notre plus jeune âge, on avait à peine 15 ans, qu'on a souhaité justement s'intéresser à déjà l'histoire de Jacques Chevalier, qui est un philosophe pas comme les autres, si on peut dire. Et on a souhaité s'intéresser aussi à la chance qu'on avait de pouvoir connaître des personnes qui étaient nées, pour certaines, au début du XXe siècle. Et on a rapidement essayé d'interroger, savoir elles, ce qu'elles avaient connu, leur lien quand elles en avaient avec Jacques Chevalier. Et ça nous a permis de faire des rencontres assez extraordinaires avec des philosophes, des théologiens. Des artisans aussi. Avec des artisans. Et ça a été assez incroyable. Ça, c'est plus du côté de l'Aveyron, en lien avec les Burons de l'Aubrac, avec cette recherche justement des buronniers, ça on pourra en parler. Mais oui, tout à fait. Interroger les anciens qui avaient un savoir-faire assez inouï. Mais ça, effectivement, c'est aussi notre père qui d'ailleurs fait la préface de ce livre, sur la forêt de Tronchet, qui nous a transmis aussi cet amour pour les personnes qui ont un savoir-faire qui aujourd'hui peut ou est perdu. Et ça, effectivement, ça nous a marqué toute notre jeunesse. Et on a souhaité, nous aussi, pouvoir continuer un peu cette recherche. Oui. Si on peut dire. Alors, Jean, parlons un petit peu d'artisanat. À lire, là également, je vais relire un passage. Cette émission est faite pour. Nos machines ne savent fabriquer que des objets aux formes artificiellement simples. Mais la nature ne nous en présente point de semblable, car 1000 causes variables et imprévisibles ont imprimé aux choses des déformations dont notre technique est impuissante à suivre le tracé. Il y a dans la nature, disait M. Raffignon, des limites que l'homme ne peut franchir. On s'en aperçoit dans les choses les plus simples, précisément parce que l'on y reprend contact avec elles. Ces limites, notre grande industrie, fille de notre science, ne les discerne pas. Elle prétend passer outre. Mais la nature s'en revanche, et tôt ou tard, elle force notre industrie et notre science elle-même à retrouver sa structure intime et à s'y plier. Ceci m'a fait penser à un extrait du livre « Penser, c'est rendre grâce » du philosophe Pierre Magnard, dans lequel il faisait la comparaison entre les poutres industrielles et les poutres faites à la main, qui sont tordues, qui suivent le fil du bois, à la distinction des poutres industrielles qui sont rectilignes et qui forcent, qui contraignent le bois dans sa croissance tel qu'il n'a pas justement grandi. Et j'avais l'impression de retrouver dans cette pensée de Pierre Magnard exactement ce qu'avait pu lui transmettre Jacques Chevalier. Complètement. Et d'ailleurs, Pierre Magnard, ce qui est drôle, c'est qu'il a de la famille en forêt de Tronchet. Et c'est là où il allait rencontrer Jacques Chevalier. C'était à Cérilly, donc là où est né Jacques Chevalier, là où il vivait aussi une partie de l'année, donc en bordure de la forêt de Tronchet. Et il y a cette pensée, je pense, qui est assez commune entre Pierre Magnard et Jacques Chevalier, et globalement aussi tout ce spiritualisme, cette philosophie spiritualiste, qui est cette pensée qui part vraiment de l'arbre. La nature n'a jamais fait deux arbres identiques. Ça, c'était vraiment la pensée de Jacques Chevalier qu'il vivait. Et pour lui, c'était une manière de montrer la singularité qui existe dans la nature. Alors, effectivement, au niveau des arbres, on le voit déjà en forêt de Tronchet, on a l'impression que c'est que des chênes identiques, qui sont très droits, très rectilignes. Alors qu'en fait, quand on est dans cette forêt, on se rend compte que pas du tout. En fait, les arbres, il y a une canopée qui se crée, mais quand on est un peu loin, on se rend compte du vallon, que les arbres, ils sont pas du tout pareils d'un arbre à l'autre. Et c'est ça vraiment la particularité, c'était que Jacques Chevalier, toute sa vie, il a essayé de montrer que chaque personne, chaque arbre est identique et on peut pas le traiter de la même manière. Et ça, c'est ce que lui ont appris notamment les fendeurs de la forêt de Tronchet qui fendaient le bois. Avec, à l'époque, il n'y avait pas de machine. Pour faire les tonneaux, notamment. Pour faire les tonneaux, tout à fait. Ouais. Pour donner les grands bordeaux aujourd'hui encore. Et effectivement, Jacques Chevalier l'a retranscrit beaucoup dans sa philosophie. À lui, ça a été notamment la création du groupe de travail en commun qu'il a créé en 1921 avec ses élèves pour justement essayer de montrer l'apport de chacun de ses élèves. Il y en avait un, Jules Monchanin, qui était par exemple qui était spécialiste de l'Inde, qui était beaucoup plus attiré par cette spiritualité-là. Jean Guiton, Emmanuel Mounier, qui était plus dans le côté social. Et en fait, Jacques Chevalier a toujours cherché à montrer la force de chacun de ses élèves, la particularité de chacun. Et toute sa vie, en fait, ça a été un grand professeur pour ça. Parce qu'en fait, il a réussi à mener ses élèves là où il voulait aller. Et Jacques Chevalier, pour ça, c'était avant d'être un grand philosophe, je pense, un grand professeur de philosophie qui a permis de donner des grands philosophes. Et là, pour le coup, un certain nombre. Et c'est vraiment ça, je pense, cette philosophie qui part de l'arbre, qui part de la nature, pour justement arriver à l'homme.
Et c'est cette retranscription qui est magnifique. Y a-t-il eu, à votre avis, pour lui, et ensuite peut-être pour vous, dans votre éducation, un apprentissage pour voir, déceler et comprendre la beauté à travers peut-être ces paysages de Tronchet? Alors oui, Parce que je ça pense s'acquiert quand même. ça s'acquiert, tout à fait. Et ça, je pense que moi, je l'ai acquis grâce à Jacques Chevalier. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment lui qui m'aide à voir cette poésie qui est pas forcément innée. Je trouve aujourd'hui, quand on va en forêt, on a vite tendance à se dire bon bah voilà, c'est un chemin, on suit le chemin, alors qu'en fait c'est bien plus que des chemins forestiers qu'on traverse. Et Jacques Chevalier, je trouve qu'il a les mots justes. Il arrive à mettre vraiment des mots justes, des mots que moi je comprends pas forcément, hein. Parfois j'ai besoin de chercher dans le dictionnaire. Et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est qu'il arrive à retranscrire une atmosphère, un sentiment à travers un mot. Et en lisant Jacques Chevalier, on a l'impression d'être au milieu de cette forêt et de la découvrir ou de la redécouvrir. Et c'est ça moi qui m'impressionne à chaque fois que je relis. J'ai lu un nombre de fois ce livre incommensurable, et à chaque fois que je le relis, j'ai l'impression de redécouvrir toujours la forêt. Parce que il a vraiment un côté poétique. Je pense qu'il a été, c'est Paul Valéry, hein, qui était poète, romancier, qui a dit Jacques Chevalier, avant d'être un philosophe, est un poète. Et que Paul Valéry dise ça, c'est quand même qu'il y avait quelque chose. Et Jacques Chevalier, je pense qu'il a assez peu mis en avant ce côté poétique, mis à part dans ce livre sur la forêt de Tronchet, c'était vraiment le seul. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental, c'est cette poésie que Jacques Chevalier retranscrit à travers ses rencontres, à travers la forêt, à travers des personnes, à travers des légendes. Et c'est magnifique, ça donne qu'une envie, c'est de retourner en forêt de Tronchet dès qu'on peut y aller, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure de la beauté de ces ensembles d'arbres, vous deviniez le vallon avec chacun d'eux qui le formait. J'aimerais bien revenir justement sur ces ensembles et leur beauté. Quand il écrit « À Tronchet, ce sont les ensembles surtout qui sont beaux. Les massifs s'étagent par larges masses, comme les nuages au ciel. Le rouge du sol répond au bleu de l'azur. Partout l'immensité en largeur, en hauteur. Il est des forêts plus pittoresques, mais la vôtre est la plus belle. D'une beauté spirituelle, ce qui est la vraie beauté. Car l'artiste doit voir l'autre côté des choses, il doit le faire sentir, tel Vélasquez dont les nains traduisent un si profond sentiment de pitié humaine. L'œuvre d'art véritable est celle qui ne s'arrête pas aux formes matérielles, mais laisse derrière elle une porte ouverte sur l'infini. De là, sa mystérieuse et lointaine résonance. C'est ainsi que j'aime la forêt, ainsi que j'aime votre forêt. Il faut un sens spirituel pour apprécier la beauté des chênes de Tronchet, beauté à laquelle nul autre ne ressemble. C'est cet ensemble, cette vue d'ensemble qui vous attire, vous également, Victor Gosset ? Oui, tout à fait. L'ensemble de Tronchet, parce que quand on va d'un bout à l'autre de la forêt, ça n'a rien à voir. Quand on est sur la chapelle Sainte-Mayeule, qui est vraiment le début du Massif central, là, on voit bien un vallon se créer. Ça n'a rien à voir avec l'étang, par exemple, de Salou ou de Saint-Bonnet, qui sont des endroits plus paisibles, plus calmes. On sent qu'il c'est moins. Il y a vraiment cette profondeur avec Saint-Mayeul, qui a été un évêque, hein, qui s'est ressourcé à la chapelle Saint-Mayeul, et où cette source a jailli vraiment, et on voit cette source, on a l'impression d'être en montagne quasiment. Et effectivement, moi, ce qui me marque dans cette forêt, c'est qu'il y a plusieurs aspects dans cette forêt, mais il y a une globalité, c'est-à-dire que cette forêt forme un tout, et c'est ce tout justement qui, pour moi, crée la beauté et la diversité de la forêt. Et c'est une forêt, je pense, où il faut prendre le temps de la découvrir. On la découvre pas en une journée. Non. Parce que déjà, elle fait plus de 10 000 hectares. Hein. Presque 13 000, oui, j'ai compris. Donc c'est assez énorme. Et puis il y a beaucoup de lignes forestières, beaucoup d'endroits à visiter. Il faut le faire en silence. Exactement. Et il faut le faire en silence, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour la découvrir, et pour écouter aussi, écouter les oiseaux, écouter la nature, écouter ce silence aussi qui est magnifique. Est-ce que cela vous remet en place quelque part un petit peu ? Cela rééquilibre un peu votre existence dans votre quotidien, peut-être actuellement en ville, en plein cœur de Lyon. Il y a une agitation, une frénésie presque d'activité. Votre métier, cette édition, vous avez sans doute d'autres activités. Est-ce que la forêt permet-elle un recueillement et un recentrage pour vous ? Ah oui, complètement. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu effectivement un ermitage avec Saint-Mayeul en l'an 450, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, quand on va en forêt de Tronchet, c'est presque faire une retraite spirituelle quand on prend le temps, parce que c'est un lieu très propice justement à
à la déconnexion, on pourrait dire aujourd'hui, où on lâche le téléphone et en fait on goûte simplement à la beauté de la forêt. Et Jacques Chevalier, ce qui est magnifique, c'est que aujourd'hui, c'est assez peu connu, mais il a emmené énormément de personnes en forêt de Troncé, énormément de ses élèves, de ses amis. Et à chaque fois, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément sensibles à la forêt. Et il leur a donné une vocation et une passion pour la forêt. Et il y a eu des magnifiques, des magnifiques écritures, des magnifiques passages de lettres qu'on a pu lire d'amis de Jacques Chevalier qui parlent de la forêt suite à la découverte avec Jacques Chevalier de la forêt. Et en fait, Jacques Chevalier, il avait ce don on peut dire ce don de sourcier, qu'on pourrait dire aujourd'hui, de trouver effectivement chez les personnes quels étaient leurs dons, mais aussi de trouver dans cette forêt qu'est-ce qui était important pour la personne qui l'a visité. Et du coup, toutes les personnes aujourd'hui qu'on a connues, qui ont connu Jacques Chevalier, nous disent que la manière dont il parlait de la forêt, la manière dont il faisait vivre les promenades en forêt, c'était quelque chose d'extraordinaire et que vraiment il avait une connexion à la forêt qui était aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent, quoi. Et tout le monde le dit, c'est-à-dire que c'est tout le milieu de la forêt de Troncé, tout le pays de la forêt de Troncé sont unanimes pour dire que Jacques Chevalier était le sourcier de la forêt et qu'il a su la faire découvrir à tout le monde, quoi. Pour finir, peut-être pouvons-nous appliquer ce conseil qu'il prodigue, que vous placez ici entre parenthèses dans ce petit livre. Aussi, je demande chaque matin la force de tout entendre et de ne rien dire. C'est très étonnant aujourd'hui, en 2025, où chacun est invité à s'exprimer sur ses petits travers, les petits maux dont il a eu à souffrir, les petites injustices. Et là, une invitation, c'est presque une invitation. On croirait pouvoir lire ça dans la règle de Saint-Benoît, par exemple. Je demande chaque matin la force de tout entendre et de ne rien dire. Et ça, c'est effectivement... C'est exactement la posture d'un chêne, quelque part. Oui. Il entend tout. Il voit beaucoup de choses passer. Vous parliez des chênes de Colbert, que la prévenance de Colbert avait fait planter en disant Dieu pourvoira à leur croissance. Peut-être la France en aura-t-elle besoin dans 300 ans. Et c'est arrivé pour certains d'entre eux, plantés par Colbert et utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que ce mot vous inspire, vous ? Ah oui, moi complètement. C'est cette capacité à parfois ne pas parler et juste ressentir ce qui se passe, capter aussi ses énergies, parce que la forêt, ça a énormément d'énergie. Et je trouve que parfois, il n'y a pas forcément besoin de la parole, notamment quand on est en forêt, mais vraiment prendre le temps d'écouter et d'ouvrir tous ses sens aussi. C'est ça aussi, la forêt, c'est d'arriver à sortir de son quotidien, du faire, pour prendre de la hauteur et goûter à cette éternité qui est là, en fait, avec une histoire qui est fabuleuse, des chênes qui vraiment transmettent tout un pan de l'histoire, hein, parce qu'on remonte quasiment jusqu'à Colbert aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable avec avec le plus vieux chêne, quasiment de l'époque de Colbert aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui est présente dans cette forêt. Et cette transmission, vraiment, elle parle plus que la parole. Pour moi, c'est... Est-ce que pour finir, vous accepteriez de nous relire un petit passage de votre aïeul ? Oui. On se couche. Il me prépare un lit de fougères à côté du sien. La terre me porte à plein. Dehors, un grelet. Dedans, une souris. Fait des murailles qui grignotent le bois. Le père Bardot l'interpelle. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois bien que tu ne peux pas manger ce bois. Finis mon ouvrage, fais donc le tien, sans m'empêcher de dormir. » Citation extrait d'une nuit à la loge du charbonnier en forêt de Troncé. Le seul véritable obstacle est en nous-mêmes. Tout notre effort doit consister à nous perdre afin de nous trouver. Pour cela, il suffit de penser à Dieu. Il faut savoir prendre les choses comme elles se présentent, avec le sentiment perpétuel de la présence de Dieu. Alors l'homme se désintéresse de soi naturellement, et sa personnalité s'en trouve exaltée pour le service du bien. Et contre une telle force, toutes les puissances du mal ne prévaudront jamais. Extrait d'un passage dans le chapitre sur l'espérance. Merci beaucoup, Victor Gosset. Un grand merci, Geoffroy. Et puis n'hésitez pas donc à retrouver ce livre aux éditions de la Flandonnière, disponible à la fois sur Internet, mais aussi en librairie. Il est possible de le commander. Et pour ceux qui souhaiteraient effectivement nous rencontrer et avoir une dédicace aussi du livre, nous serons présents avec
avec mon papa Thierry, qui a préfacé l'ouvrage, et Vendry, mon frère jumeau, le 7 et 8 juin à Serra, au Salon du Livre, à côté de Clermont-Ferrand. Et également, n'hésitez pas à nous retrouver le 23 août à Sérilly, où nous ferons une présentation effectivement de l'ouvrage et de Jacques Chevalier. Donc ce sera la mairie de Sérilly, suivi d'un petit pot. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas, ce sera le samedi 23 août. Et enfin, pour ceux qui en septembre auraient du temps de libre, nous serons en séance dédicace à Clermont-Ferrand, à la librairie des Volcans, le samedi 13 septembre.